Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse fondamentale dans laquelle on va faire le point rapidement sur le niveau d'endettement souhaitable pour une entreprise. Nous nous focaliserons en particulier sur trois ratios essentiels, à savoir le ratio dette nette sur capitaux propres, le ratio dette sur EBITDA et puis le ratio de couverture des intérêts, c'est-à-dire l'Interest Coverage Ratio. Comme vous pouvez le voir à l'écran, nous utiliserons l'entreprise Microsoft pour illustrer ces trois ratios. Alors comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Alors ce que j'ai fait, c'est que je suis allé récupérer des actions avec un endettement maîtrisé, donc on va retrouver les actions Adyen, Alphabet, Evolution AB, mais aussi Microsoft qui va nous servir d'exemple ensuite, et puis Moncler, Monster Beverage et Rightmove, donc des actions essentiellement situées aux États-Unis et en Europe. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que je suis allé récupérer les données pour les ratios dette nette sur capitaux propres, c'est la colonne en bleu. Pour le ratio dette sur EBITDA, c'est la colonne en vert clair. Et puis pour le ratio interest coverage, donc couverture des intérêts, c'est la colonne en rouge. Alors ce qu'on peut voir dans ce tableau, c'est que toutes ces entreprises ont un ratio dette nette sur capitaux propres inférieur à 50%, qu'elles ont un ratio dette sur EBITDA inférieur à 3 et qu'elles ont un interest coverage ratio largement supérieur à 10. Alors prenons simplement un exemple dans ce tableau, prenons l'exemple de Microsoft qu'on va regarder en détail après. Donc on voit que Microsoft a une dette nette sur capitaux propres de 45%, ce qui est tout à fait acceptable. On voit que sa dette sur EBITDA est de 0,6, donc là aussi tout à fait acceptable. C'est une entreprise faiblement endettée sur base de ce ratio. Conclusion, Microsoft n'a aucun problème d'endettement, c'est une entreprise à l'endettement maîtrisé et donc on peut investir sereinement dans ce type d'entreprise à l'endettement maîtrisé. Pourquoi? Parce qu'une entreprise à l'endettement maîtrisé est une entreprise qui a de faibles probabilités de faire faillite. Alors je vous laisserai regarder ce tableau tranquillement si vous le souhaitez. J'attire simplement votre attention ici sur le ratio dette nette sur capitaux propres qui est parfois négatif. C'est le cas par exemple pour Monster Beverage. On voit que le ratio dette nette sur capitaux propres de Monster Beverage est de moins 20%. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que lorsqu'on prend la dette de Monster Beverage, qu'on retranche la trésorerie et qu'on divise le tout par les capitaux propres, le résultat est négatif. Ça veut dire que, en gros, pour faire simple, Monster Beverage a plus de trésorerie que de dette. Donc si on prend la dette totale, plus de trésorerie que de dette totale, et donc que l'entreprise n'a aucun problème d'endettement, même si par ailleurs, au bilan, l'entreprise possède une dette à long terme, mais cette dette est largement couverte par la trésorerie de l'entreprise, donc on n'a aucun problème ici pour Monster Beverage. Au final, ce qu'on doit retenir ici, c'est que les plus belles entreprises finissent par devenir des cash machines, et en devenant des cash machines, elles génèrent un free cash flow extrêmement important qui vient grossir la trésorerie, et donc qui vient faire baisser le niveau d'endettement de l'entreprise, ou qui fait en sorte que le ratio dette nette sur capitaux propres devienne négatif à long terme. Les entreprises les plus qualitatives ont donc ce genre de ratio au niveau de l'endettement, et au final des rendements extrêmement intéressants à long terme, puisque généralement supérieurs au rendement du marché. Alors on va maintenant regarder ensemble ce qu'est un endettement maîtrisé pour une entreprise. Le niveau d'endettement d'une entreprise se mesure principalement au travers de trois ratios. Alors il y en a d'autres, mais on va se focaliser ici sur les trois ratios principaux. Premièrement, le ratio dette nette sur capitaux propres, idéalement inférieur à 50%, tel que défini par Peter Lynch. Deuxièmement, le ratio dette sur EBITDA, idéalement inférieur à 3. Et puis le ratio de couverture des intérêts, ou Interest Coverage Ratio en anglais, idéalement supérieur à 10. Et donc sur base de ces trois ratios, on est capable d'identifier si une entreprise est faiblement ou fortement endettée, et surtout si l'endettement au final est maîtrisé ou non. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me focaliser sur chacun des ratios un à un, en commençant par le ratio dette nette sur capitaux propres, idéalement inférieur à 50%. Alors ce ratio se calcule de la manière suivante, donc je vous ai mis la formule en anglais, donc net debt divisé par stockholders equity, ce qu'on appelle parfois également shareholders equity. Alors en anglais, cette formule correspond à total debt minus total cash divided by stockholders equity. Total cash inclut trois éléments, à savoir cash, cash equivalent and marketable securities. Donc en français, la formule va être la suivante, à savoir dette nette sur capitaux propres égale dette totale moins trésorerie sur capitaux propres, en gardant à l'esprit que la trésorerie inclut le cash, mais aussi tous les équivalents en cash, c'est-à-dire les investissements à court terme, par exemple, sur le marché obligataire ou en tout cas sur le marché monétaire. Alors comme on va le voir juste après, il est également possible de calculer ce ratio sur base de la dette à long terme et non plus de la dette totale.
Alors c'est d'autant plus vrai lorsque les current assets sont supérieurs aux current liabilities. Dans ce cas-là, on utilisera la dette à long terme de l'entreprise et non plus la dette totale de l'entreprise. Je vais vous montrer un exemple juste après. Alors on va prendre les données que j'ai récupérées ici pour Microsoft. Donc on a ici la position de trésorerie globale de l'entreprise, à savoir cash, cash equivalents and marketable securities. On voit que cette trésorerie est de 99,5 milliards de dollars si j'arrondis, donc on est bien en dollars ici. On a également la dette à long terme de Microsoft, donc total long term liabilities. On voit que cette dette à long terme est de 99,7 milliards de dollars si j'arrondis. On a également la dette totale de Microsoft ici, donc qui inclut la dette à long terme mais aussi la dette à court terme. Et donc on voit que cette dette totale est de 181,4 milliards de dollars. Enfin, on a les capitaux propres de Microsoft qui peuvent s'appeler en anglais Stockholders Equity ou bien Shareholders Equity. Et on voit que les capitaux propres de Microsoft sont de 183,1 milliards si j'arrondis. Donc 183,1 milliards de dollars. Au final, grâce à ces éléments, on est capable de calculer le ratio dette nette sur capitaux propres pour Microsoft. Donc on va le faire ici, on va récupérer la dette totale de Microsoft, donc total liabilities, la trésorerie, donc cash, cash equivalents and marketable securities, et puis les capitaux propres, donc total stockholders equity. Et donc sur base de la dette totale, on peut voir que le ratio dette nette sur capitaux propres est de 45% pour Microsoft. Donc j'ai bien récupéré la dette totale ici, donc 181,42 milliards de dollars, je l'ai reporté ici, moins la trésorerie, c'est-à-dire cash, cash equivalents and marketable securities, 99,5 milliards de dollars, je l'ai reporté ici, et puis les capitaux propres qui sont ici, donc 183,14 milliards de dollars. Alors il existe une deuxième façon de calculer le ratio dette nette sur capitaux propres en utilisant non plus la dette totale de l'entreprise, mais en utilisant la dette à long terme de l'entreprise. Et sur base de la dette à long terme de Microsoft, on obtient un ratio dette nette sur capitaux propres de 0,1% seulement. Alors, ce qu'on a fait ici, tout simplement, c'est qu'on a utilisé la dette à long terme de Microsoft, donc 99,7 milliards de dollars, si j'arrondis, moins la trésorerie qui est ici, 99,5 milliards de dollars, le tout divisé par les capitaux propres de Microsoft, à savoir 183,14 milliards de dollars. Alors ceci est possible si et seulement si les current assets, donc les actifs circulants, sont supérieurs aux passifs circulants, c'est-à-dire aux current liabilities. Conclusion ici, Microsoft est une entreprise très peu endettée sur base de sa dette à long terme. Alors on passe au ratio suivant, le ratio dette sur EBITDA. Donc le ratio dette sur EBITDA, c'est quoi? C'est la dette totale de l'entreprise divisée par l'EBITDA de l'entreprise, à savoir Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Alors il existe une variante de ce ratio qui est le ratio dette nette sur EBITDA. Dans ce cas-là, on prend la dette totale de l'entreprise moins la trésorerie de l'entreprise, le tout divisé par l'EBITDA de l'entreprise. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré les données pour Microsoft. On voit que le ratio dette sur EBITDA est de 0,61, donc un ratio largement inférieur à 3. Et donc la conclusion, c'est que Microsoft serait en mesure de rembourser ses dettes en moins d'un an sur base de l'EBITDA. Autrement dit, sur base de l'EBITDA, Microsoft n'a aucun problème d'endettement. Alors on va terminer ici avec le dernier ratio, donc le ratio de couverture des intérêts qu'on appelle en anglais l'Interest Coverage Ratio et qui est idéalement supérieur à 10. Donc la formule en anglais est la suivante, Interest Coverage égale EBIT divisé par Interest Expenses, et donc en français ça nous donne couverture des intérêts, mais on peut également l'appeler Interest Coverage Ratio, égale résultat opérationnel, donc l'EBIT en anglais, divisé par intérêt sur la dette, donc Interest Expenses. Et donc ce ratio nous permet de calculer combien de fois le résultat opérationnel de l'entreprise couvre les intérêts sur la dette sur une période d'un an. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré les données pour Microsoft. Donc on voit que l'Interest Coverage Ratio de Microsoft est de 41,64, ce qui veut dire que l'Interest Coverage Ratio est largement supérieur à 10. Conclusion, les intérêts de la dette sont couverts plus de 41 fois par le résultat opérationnel de Microsoft, donc sur une période d'un an, et qu'il n'y a donc aucun risque de faillite imminente. Alors un point très important ici, c'est qu'il existe un risque très élevé de faillite pour une entreprise lorsque l'Interest Coverage Ratio est inférieur à 1,5. Pourquoi? Tout simplement parce que les banques arrêtent de prêter aux entreprises dont l'Interest Coverage Ratio est inférieur à 1,5. Et donc une entreprise ayant un Interest Coverage Ratio inférieur à ce seuil aura beaucoup de mal à trouver des liquidités si elle en a besoin.
Alors, en guise de conclusion, on peut dire que Peter Lynch aimait investir dans les entreprises ayant un ratio dette nette sur capitaux propres inférieur à 50%. Alors, ce seuil de 50% est un seuil intéressant. Pour autant, avec des taux d'intérêt qui sont plus faibles aujourd'hui qu'à l'époque de Peter Lynch, on peut penser que ce seuil pourrait être aujourd'hui de 60%, voire de 75%. Une entreprise rentable et sans dette n'a aucune chance de faire faillite. Il faut garder cet élément à l'esprit, c'est-à-dire que lorsqu'on investit dans une entreprise qui n'est pas endettée et qui est par ailleurs rentable, cette entreprise n'a aucune chance de faire faillite. Et donc c'est toujours intéressant d'investir dans ce genre d'entreprise, surtout en période de crise. Par ailleurs, la plupart des investisseurs dans la qualité, donc qui utilisent un style de type Quality Investing, font l'impasse sur les dossiers présentant un ratio dette sur EBITDA supérieur à 3. Et certains préfèrent même un ratio dette sur EBITDA inférieur à 2,5. De mon côté, je pense qu'un ratio dette nette sur EBITDA inférieur à 3 est suffisant. Donc quand je dis dette nette sur EBITDA, c'est-à-dire dette totale moins trésorerie, le tout divisé par EBITDA. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à vouloir trop serrer ce ratio, on finit par se retrouver avec un univers d'investissement trop restreint. Autre point important, la plupart des entreprises qualitatives ont un Interest Coverage Ratio supérieur à 10 et donc c'est un bon moyen de repérer ces entreprises qualitatives. Pour autant, certaines entreprises qualitatives du secteur de la consommation discrétionnaire ont un Interest Coverage Ratio qui fluctue au cours du temps en raison de l'aspect cyclique. Celui-ci peut être inférieur à 10 mais ne doit jamais être inférieur à 3, même en bas de cycle. C'est mon avis et je le partage dans cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.